rentrer chez eux. La levée de résidence, ça va leur permettre de circuler. Il va y avoir automatiquement une augmentation des patentés. Des patentes, ils vont tous prendre des patentes d'entrepreneurs, ouvrir des magasins. Ça va jouer aussi pour les Kanaks parce que c'est les premiers patentés Kanaks qui créent les premières entreprises de transport en commun, de bus, le vieux Noraro sur Saint-Louis, le vieux Habitant, etc. C'est l'entrée des Kanaks dans le monde des patentés à travers les premières créations. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que certains citoyens d'origine européenne ont peur, évidemment, de la participation kanak. Mais ils ont aussi peur, sinon plus peur, de la participation des Vietnamiens, qui eux aussi sont d'une colonie française et qui vont être citoyens, qui sont des milliers, et dont beaucoup sont proches du Parti communiste vietnamien. Pourquoi les choses se règlent? C'est parce qu'en fait, l'Indochine, elle n'est pas unie, c'est pas une colonie unique. La seule partie de l'Indochine qui est une colonie, c'est la Cochinchine, c'est la région de Saigon. Le nord, c'est-à-dire l'Annam et le Tonkin, ce sont des protectorats. Or, les protectorats ne sont pas dans la liste des territoires d'outre-mer. Et en Nouvelle-Calédonie, 90% des Vietnamiens sont originaires du nord. Donc ils n'ont pas le droit de vote. Et c'est pour ça que ça passe. Autrement, il y aurait eu un vrai problème. Je veux dire, on est les héritiers d'un monde colonial français qui a fait des conquêtes à travers le monde, et la Nouvelle-Calédonie, elle est à la fois parce que les Kanaks subissent la colonisation, ont perdu leurs terres, etc. Mais il y a aussi l'héritage d'un monde colonial par le travail, et en particulier par les travailleurs engagés. Hein. C'est tout cela qui finalement va disparaître au fur et à mesure. La liberté, c'est également la conquête dans le monde du travail. En effet, jusqu'en les grandes grèves de 1956, les gens étaient payés différemment selon leur ethnie. Il n'y avait pas d'égalité des salaires en Nouvelle-Calédonie. Et ce sont les grandes grèves de 1956 menées par les premiers syndicats, par les premiers syndicalistes, qui vont défiler dans la rue, qui vont se battre, qui vont combattre pour permettre aux gens d'avoir tous le même salaire sans qu'il y ait de distinction d'origine par rapport à la race. Ici, c'est dommage que dans les manuels d'histoire, pourtant je me suis battu, mais je n'ai pas réussi à faire introduire cela, c'est la classe ouvrière qui donne l'exemple. Hein? C'est la classe ouvrière, car dans les défilés, on voit des Blancs qui défilent à côté de Kanaks ou de Vietnamiens, et les premiers Wallisiens qui viennent d'arriver en 1947, le premier convoi de 48, qui font tout de suite partie des syndicats au Nikkei, là, le vieux Mouavaka, etc. On pourrait en citer, hein, qui, eux, ensemble défilent pour que tout le monde ait le même salaire. Et ça, on l'oublie trop souvent. Hein. On oublie que tout nous est toujours présenté comme si tout avait été donné, condescendu de par ceux qui sont en haut, ceux qui sont au sommet. Mais il y a eu des luttes menées par le peuple, pas seulement pour le droit de vote. Hein. Là, on peut dire oui, ça a été obtenu surtout parce que la France évolue, mais le peuple, lui, il a lutté pour tout ce qui était aussi toutes les avancées sociales. Hein, et ça, c'est la liberté sociale, c'est quand même une liberté importante. Elle permet aussi, ces libertés, cet accès à la citoyenneté, de créer des associations. Bon, les deux plus célèbres, c'est les associations politiques, Louis Callot et Louis Célèbre. Mais après, il y a plein d'associations qui se créent dans le monde kanak, et en particulier des clubs sportifs, qui ont créé une dynamique qui ne s'est jamais arrêtée depuis. Tout se passe pendant le départ, c'est pendant cette période. Enfin, je terminerai par
par une autre liberté. Ce que je vais dire ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais il y a une liberté qui est conquise aussi à l'époque, enfin qu'on a considérée trop longtemps comme une conquête, hein, c'est la liberté d'acheter et de boire de l'alcool. Parce que pendant 2 années, ceci avait été interdit au monde mélanésien. Et on a perdu après, avoir des libertés, c'est aussi avoir des devoirs. C'est pas seulement avoir des droits. Et on a perdu beaucoup de temps après dans la lutte contre les abus d'alcool, parce qu'on entendait toujours les gens dire « mais non, ça c'est une conquête, c'est ce qui a fait de nous des citoyens à part entière, etc. » Et au fur et à mesure, c'est devenu un prétexte. Hein, et on a perdu, à mon avis, on a perdu trop de temps. C'est l'arrivée des femmes dans, comment dirais-je, dans les instances politiques. C'est la parole des femmes, particulièrement ces dernières années, hein, qui, à un moment donné, a dit ça suffit hein, de se cacher derrière cela. Il y a un monde qui est terminé. Ce qui était vrai il y a 40 ans, il y a 50 ans, n'est plus vrai, parce que les abus ont complètement, ont complètement dénaturé ce qui à l'époque a pu être considéré comme une conquête. Et la vraie grande liberté que l'on a vue ces dernières années, hein, avec la parité, etc., moi c'est celle qui m'a le plus frappé, hein, c'est l'arrivée des femmes dans les instances politiques, l'arrivée de la parole des femmes dans les instances politiques. Voilà, moi j'ai terminé ce que on m'a demandé, c'est-à-dire pas de porter de jugement politique, mais de faire le bilan historique politique. Merci Monsieur José Barbanson pour ce rappel de l'histoire. Donc comme on vient de l'entendre, José a repris toute l'histoire du droit dans ce pays depuis donc le code de l'indigénat jusqu'à nos jours, avec toutes les mesures, toutes les évolutions qu'il y a eu depuis. Et on va sans tarder, on va donc passer la parole à Élie. Élie qui va nous donner donc un peu, on lui a demandé de faire un peu un état des lieux de tous ces, peut-être ces acquis, peut-être qu'il y a encore des limites, encore des problèmes, ou alors des avancées. Oui, merci. Bon, moi, je vais prendre la parole au nom de la Ligue des droits de l'homme. Je voudrais juste dire que la Ligue des droits de l'homme ne représente pas beaucoup de monde. Elle représente 50 personnes sur tout le territoire. Donc, c'est pour relativiser nos positions, mais ça représente une présence ici qui est importante pour rappeler à tous les citoyens et en particulier à nos responsables politiques qu'il y a des droits, droits de l'être humain, droits de la personne humaine qu'il faut respecter chaque jour et dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que cette ligue, même si elle n'est pas importante, sa voix, elle est importante parce qu'elle exprime les droits de la personne humaine et en particulier les droits des enfants et les droits des femmes et les droits d'autres personnes qui sont pas toujours tenues compte, qui sont un peu laissées de côté dans la société. Les gens qui n'ont pas accès au développement et aux richesses du territoire. Donc voilà un peu, je situe mon intervention dans ce cadre-là. Je remercie les organisations politiques, le FLNKS, le PALICA, l'Union calédonienne, toutes les organisations politiques de permettre à la Ligue des droits de l'homme d'être présent aujourd'hui dans ce débat, dans cet échange, cette expression sont des expressions importantes parce que les gens de ce pays ont besoin qu'on leur donne toutes les clés pour pouvoir voter correctement le 4 novembre prochain. Voilà, et je voudrais juste rappeler, parce que je parle ici au nom de la Ligue des droits de l'homme, je voudrais juste
rappeler que la Ligue des droits de l'homme, c'est d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une déclaration qui a été adoptée en 1948, qui a été votée par 48 États, les plus grands États dans le monde, et particulièrement la France. Aucun État n'a voté contre. En 1948, il n'y a que 8 qui se sont abstenus, dont l'URSS et ses alliés. Cette déclaration de 1948 exprime l'idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations. C'est la première référence aux libertés fondamentales qui sont communes à tous les peuples de la Terre. Elle a été la source d'inspiration de nombreuses constitutions nationales. Et cette déclaration a été complétée par d'autres pactes, les pactes, on appelle ça les pactes internationaux, en particulier le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et politiques. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, je vais simplement situer pour expliquer pourquoi on parle des droits de l'homme maintenant. Parce qu'il y a des déclarations qui ont été faites. Ces déclarations, ce sont des pavés énormes comme ça. Personne n'est au courant. Et donc c'est pour ça que notre présence ici, elle est importante, parce que de temps en temps, il est bon de rappeler ces articles qui sont dans ces textes fondamentaux, qui expriment la dignité de la personne humaine, ce qui est essentiel. La LDH, deuxième point maintenant, la LDH-NC, la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que cette Ligue des droits de l'homme existait avant 1984. Et elle a été mise en sommeil en 1984 parce que ses dirigeants, dont je cite le président, c'est Jean-Jacques Bourdina, ont été menacés. Pendant les événements, nos militants étaient menacés de mort. Et donc on a décidé de mettre ces activités en sommeil. Et on a relancé la Ligue des droits de l'homme en 1998, en même temps que l'accord Nouméa. Donc c'est-à-dire que maintenant on a 30 ans, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans maintenant que la Ligue des droits de l'homme existe, la nouvelle mouture dans laquelle je suis maintenant. Et cette Ligue des droits de l'homme, je vais simplement citer quelques-uns de ces actions ici, parce que je pense que c'est passé un peu à l'inaperçu. Tout le monde n'est pas au courant. Mais on fait un travail essentiel sur les prisonniers, nos prisonniers politiques, nos prisonniers qui sont en 15. Parce que ces prisonniers, ce sont des êtres humains, ils ont droit à être logés correctement, à être considérés comme des humains, et non pas comme des animaux. Ça, c'est un travail qu'on fait depuis des années. Et si le CAES maintenant s'est modernisé, c'est un peu grâce à nos actions, parce que l'État a été condamné, je le cite ici, parce que tout ça, personne n'en parle. L'État français a été condamné à un moment, il y a 4 ou 5 ans, parce que les conditions de détention au CAES étaient indignes des êtres humains. Et la France, l'État français a été condamné à verser à chacun des prisonniers, chacun de nos prisonniers qui étaient là-bas, une certaine somme. Ça atteint, je crois, quelques millions. Et ça a été quelque chose d'important. L'État a été obligé de moderniser les bâtiments qui sont là-bas, qui sont ces bâtiments qui datent du bagne. Et souvent, vous vous rendez pas compte, on est en dehors, mais on ne se rend pas compte dans les conditions dans lesquelles vivent nos prisonniers. Je vous cite quelques chiffres, parce que moi je vais régulièrement chaque année.
visiter ces prisons.